Une pauvre orpheline a été cruellement chassée par sa méchante belle-mère. Laissée à errer dans les rues avec rien d'autre que des larmes et de la douleur, sa belle-mère pensait que c'était la fin pour elle, qu'elle mourrait mendiante. Mais le destin avait un autre plan. Les vœux cruels de sa belle-mère se réaliseraient-ils? Ou ce chemin douloureux était-il la voie vers un destin plus grand que quiconque aurait pu imaginer? Découvrons-le dans cette puissante histoire de rejet, de résilience et de rédemption inattendue. Mais avant de plonger dedans, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et rejoignez-nous dans ce voyage inoubliable rempli de leçons, d'amour et de seconde chance. Maintenant, commençons. La vie de Bimbo a commencé dans le chagrin. Sa mère est morte quelques minutes après lui avoir donné naissance dans un petit hôpital public de l'État d'Ohio. Les infirmières ont dit que c'était dû à des complications d'un accouchement prolongé. Son père, PAD, se tenait dans le couloir de l'hôpital, serrant sa fille nouveau-née d'un bras tandis que l'autre main essuyait des larmes incessantes de ses yeux. Il l'a nommée Bimbo, ce qui signifie « enfant de richesse », espérant que son nom réécrirait son histoire. Pendant les 6 années suivantes, Bimbo était son monde. Il la portait sur ses épaules à l'église, nouait son ruban d'école chaque matin et lui racontait des histoires au coucher en yoruba, murmurant des prières sur elle pendant qu'elle dormait. Mais il n'était qu'un homme, solitaire, pauvre, et constamment rappelé par ses proches qu'une petite fille avait besoin des soins d'une mère. Alors, quand il a rencontré Madame Teresa, une veuve élégante avec 2 enfants à elle, il a cru que c'était un arrangement divin. Et au début, cela semblait vraiment une bénédiction. Teresa était chaleureuse, belle et aimante. Elle traitait Bimbo comme son propre sang. Elle tressait ses cheveux chaque week-end, l'appelait ma fille, et lui achetait des robes assorties à celles de ses enfants, Fola et Tina. Ta nouvelle maman t'aime, Bimbo, disait souvent son père avec un sourire fier. Et Bimbo hochait la tête, posant sa tête sur les genoux de Teresa pendant qu'elle fredonnait doucement et peignait ses cheveux. Leur maison, bien que modeste, débordait de joie. Le rire résonnait dans la cour, surtout lors des festins du dimanche. Bimbo, Fola et Tina dansaient sur de la musique highlife, courant pieds nus dans la cour pendant que Teresa tapait des mains. Tout a changé un lundi après-midi pluvieux. PA est parti tôt de la maison pour un rendez-vous de mécanicien à Ibadan et n'est jamais revenu. Son taxi a été écrasé par un camion sur l'autoroute. La nouvelle a frappé comme un coup de tonnerre. Bimbo avait 17 ans. Elle se souvenait s'être effondrée près de la fenêtre quand les voisins ont apporté la nouvelle. Teresa a pleuré, mais quelque chose dans ses yeux semblait distant, froid. Ils ont enterré PA 3 jours plus tard. La cérémonie était silencieuse. Aucun membre de la famille élargie n'est venu, seulement des voisins. Bimbo a pleuré jusqu'à ce que sa gorge lâche. Elle avait l'impression que le sol aurait dû l'engloutir aussi. Après l'enterrement, la vie a pris un tournant sombre. Le premier signe était subtil. Les uniformes de Bimbo ont disparu de l'armoire. « Maman Teresa, je ne trouve pas mon uniforme scolaire », a-t-elle dit doucement. Teresa n'a même pas levé les yeux de la télévision. Pas besoin d'école. Tu n'es plus une enfant. Commence à te rendre utile dans cette maison. Ces mots ont déconcerté Bimbo. Le lendemain matin, on lui a tendu un panier de bananes et on lui a demandé de les vendre au marché local. Maman, je ne comprends pas. Et mes études? Les yeux de Teresa se sont enflammés. Est-ce que j'ai l'air d'avoir de l'argent pour tes études? Tu veux que je paie pour ton examen pendant que mes propres enfants ont faim? Tu n'es même pas de mon sang. Cette dernière phrase a frappé Bimbo comme une balle dans la poitrine. Elle a senti le sol se dérober sous ses pieds. Pas de ton sang, mais qu'en était-il de toutes ces années de ma fille? Qu'en était-il des câlins, des tresses, des robes assorties? La réalité est arrivée comme une tempête. À partir de ce jour, Bimbo est devenue la domestique. Elle préparait le petit déjeuner à 5 heures du matin, balayait la cour, lavait les vêtements, allait chercher de l'eau à un robinet lointain et vendait des fruits jusqu'à ce que ses jambes lui fassent mal. Pendant ce temps, Fola et Tina continuaient d'aller à l'école comme des princesses. Elles se levaient tard, jetaient leurs uniformes à Bimbo pour qu'elle les lave et se moquaient d'elle derrière des portes closes. La fille aux bananes, murmurait Tina avec un sourire narquois. Bimbo essayait de supporter. Elle espérait que Teresa s'adoucirait à nouveau, que peut-être le chagrin l'avait rendue froide.
Mais les jours se transformaient en semaines, et les semaines en mois. Il n'y avait plus d'amour, seulement des ordres et des gifles. Bimbo mangeait une fois par jour, si elle mangeait. De nombreuses nuits, elle buvait de l'eau juste pour dormir. Ses os saillaient à travers sa peau, mais elle ne se plaignait jamais. Elle saluait toujours Teresa chaque matin, lui obéissait toujours, espérait toujours. Elle se souvenait des dernières paroles de son père, « Sois toujours bonne, quoi qu'il arrive. Ne laisse pas le monde te rendre amère. » Alors, elle souriait à travers la douleur, mais son âme se brisait doucement. Un matin, alors qu'elle frottait le sol de la salle de bain, ses yeux se remplirent de larmes. Pas à cause de l'odeur, mais à cause du son du rire de Fola dans le salon, mangeant des céréales et regardant des dessins animés, alors qu'elle, du même âge, devait nettoyer les carreaux à main nue. Elle murmura pour elle-même, « Est-ce vraiment ma vie ?» Et au fond d'elle, quelque chose commençait à se briser. Mais elle ne savait pas que son histoire, bien qu'enfouie dans le chagrin, commençait tout juste à s'élever. C'était un jeudi après-midi brûlant. Le soleil frappait comme une punition du ciel, et Bimbo, pieds nus, marchait lentement sur le chemin poussiéreux derrière leur cour. Ses bras lui faisaient mal après avoir lavé 2 seaux pleins d'uniformes sales de Fola et Tina. Ses lèvres étaient gercées. Son estomac grognait comme un animal piégé. Elle n'avait pas mangé depuis mardi. Mercredi, Madame Teresa avait dit « Si tu ne vas pas au marché, tu ne manges pas. » Et ce matin-là, elle était trop faible pour vendre des bananes. Ses jambes tremblaient quand elle essayait de se lever. Elle s'est effondrée sur le sol de la salle de bain et y est restée plus d'1 heure, étourdie, espérant que les murs cesseraient de tourner. Toujours pas de nourriture. Maintenant, alors qu'elle essorait le dernier vêtement et l'accrochait sur la corde, ses genoux ont lâché. Elle est tombée face contre terre dans le sable. Pendant un moment, elle est restée là, respirant lourdement, le goût de la poussière sur sa langue. Son esprit a dérivé vers son défunt père. Reconnaîtrait-il ce qu'était devenue sa fille? Lui pardonnerait-il de ne pas être assez forte? Des larmes glissaient sur son visage. Elle s'est assise lentement et a murmuré. « Dieu, je ne veux pas voler, mais j'ai faim. S'il te plaît, fais quelque chose. N'importe quoi. » Ses yeux se sont tournés vers la cour des voisins, la maison de Mama Femi. Mama Femi était une vendeuse de nourriture locale bien connue et une veuve, tout comme Teresa. Mais contrairement à Teresa, elle avait un cœur doux comme de l'igname bouilli. Elle souriait souvent à Bimbo et lui faisait signe chaque fois qu'elle passait. Avec des mains tremblantes et la honte tiraillant son âme, Bimbo s'est levée, a essuyé ses larmes et s'est dirigée vers la porte arrière qui reliait les 2 cours. Dès qu'elle a frappé, la porte en bois a grincé en s'ouvrant. Mama Femi se tenait là, en pagne et tablier, tenant une cuillère en bois. « Oh, Bimbo !» s'est-elle exclamée. « On dirait que tu as vu un fantôme. Vas-tu bien ?» Bimbo a essayé de parler, mais aucun mot n'est sorti. Sa gorge était trop sèche. Mama Femi s'est approchée. « As-tu mangé aujourd'hui ?» Bimbo a secoué la tête. « Hier. » Un autre secouement silencieux. « Mon Dieu !» a murmuré Mama Femi, couvrant sa bouche. Elle a saisi le poignet de Bimbo doucement et l'a tiré à l'intérieur. En quelques minutes, elle a placé une assiette fumante de riz blanc, de bananes plantains frites et de ragoût rouge devant elle. Bimbo l'a regardée comme si c'était un trésor. « Mange, mon enfant. Tu es en sécurité ici. » La première cuillerée l'a fait pleurer. Elle ne pouvait pas se contrôler. Le goût de la nourriture, la gentillesse, la décence humaine. Elle avait oublié ce que ça faisait d'être nourrie sans insulte. Mama Femi regardait en silence, les larmes remplissant ses propres yeux. Après le repas, Bimbo a murmuré « Merci, Ma. Que Dieu vous bénisse. » Mais Mama Femi était déjà furieuse. Pas contre Bimbo, mais contre la femme d'Axe en grave côté. Ce soir-là, après avoir nourri ses enfants, elle a noué son foulard et est entrée dans la cour de Teresa comme une lionne protégeant son petit. Teresa était allongée sur une chaise en plastique, sirotant un malt et regardant Tina jouer avec une tablette. Mama Femi n'a pas attendu les salutations. « Tu devrais avoir honte de toi, Teresa. Cette fille n'a pas mangé depuis 2 jours. Tu l'as transformée en esclave. C'est une enfant, pas ta bonne. » Les yeux de Teresa se sont rétrécis. « Et qui t'a demandé de la nourrir ?
Tu as colporté des ragots sur moi dans le village. Tout le quartier le voit, Teresa. Tout le monde sait comment tu la traites. » Tina est entrée discrètement pendant que sa mère se levait, le visage bouillant. « Tu oses entrer chez moi et m'accuser devant mes enfants? Tu penses que parce que tu vends de la nourriture, tu peux me manquer de respect? »« Je dirai la vérité où que je sois, » a crié Mama Femi. « Tu es méchante. Si ton mari était en vie, il pleurerait de ce que tu as fait à cette fille. » C'était le déclencheur. Ce soir-là, quand Bimbo est revenue de chez Mama Femi, souriant faiblement pour la première fois depuis des jours, elle a trouvé son destin qui l'attendait à la porte. La voix de Teresa a rugi de l'intérieur. « Espèce de fille insensée. Alors, tu as commencé à me dénoncer aux villageois? Est-ce que j'ai l'air de ton égal? Qui t'a donné le droit de traîner mon nom dans la boue? » Bimbo a bégayé. « Je n'ai rien dit. Elle m'a juste vue. » Et avant qu'elle ne puisse finir, Teresa l'a giflé violemment au visage. « Tu penses que tu es intelligente? Tu penses que tu peux me déshonorer dans cette cour? » Puis est venue la déclaration tonitruante qui a tout terminé. « Sors de ma maison. » Bimbo a cligné des yeux. « Ma. Tu m'as entendu. Prends ton sac inutile et va-t'en avant que j'appelle des garçons pour te jeter dehors. » Tina et Fola se tenaient près de la porte, regardant en silence. Pas un seul mot en sa défense. Avec des mains tremblantes, Bimbo s'est dirigée vers la petite pièce qu'elle appelait autrefois la sienne. Elle a fourré ses quelques vêtements dans un sac en plastique. Son carnet, sa Bible et la photo de son père étaient tout ce qu'elle a pris. En sortant dans la nuit, Teresa a sifflé « Ne reviens jamais ». La porte s'est refermée derrière elle. Elle avait 17 ans, seule, sans abri, le cœur brisé. Le ciel s'assombrissait à chaque minute. Alors que Bimbo s'éloignait de la maison qui contenait tous les souvenirs de son enfance, son cœur semblait avoir été tranché. Elle ne savait pas où elle allait. Ses jambes bougeaient, mais son esprit était engourdi. Le poids de son sac en plastique semblait plus lourd qu'il n'aurait dû, comme s'il portait non seulement des vêtements, mais toute sa douleur. Les rues étaient animées. Les klaxons retentissaient. Les gens passaient en hâte. Mais personne ne la regardait. Quelques motocyclistes ont sifflé. Et, jolie fille, où vas-tu avec ce sac? Elle n'a pas répondu. Elle ne pouvait pas. Elle a juste marché plus vite. Quand elle a atteint la périphérie de la ville, la nuit était tombée. La lueur orange des lampadaires éclairait son chemin. Les boutiques fermaient. Les vendeurs de pain rangeaient leurs tables. Les enfants étaient appelés par leur mère. Les familles rentraient chez elles. Mais Bimbo n'avait pas de maison. Ses sandales étaient déchirées aux talons. Ses pieds lui faisaient mal. Sa tête battait. Mais elle n'a pas arrêté jusqu'à ce qu'elle atteigne un pont en béton qui enjambait un canal. Il n'y avait pas de voiture garée là, juste le silence et les ombres. Elle est descendue par la pente rugueuse qui menait sous le pont et a trouvé un petit endroit sec près du mur. Ses mains tremblaient alors qu'elle ouvrait son sac en plastique et en sortait la seule chose qui pouvait lui offrir du réconfort, une petite photo en noir et blanc de son père, PAD, la tenant bébé. Des larmes coulaient sur ses joues. « Papa », a-t-elle murmuré, serrant la photo contre sa poitrine. « J'essaie vraiment. » Elle s'est recroquevillée sur elle-même, enroulant son foulard autour de sa tête pour bloquer l'air nocturne. Le béton était froid. Le silence était assourdissant. Son estomac se tordait de faim, mais pire encore était le vide dans son âme. Depuis l'autoroute au-dessus, les phares des voitures scintillaient. Bimbo les imaginait comme des étoiles tombantes. Peut-être l'une d'elles atterrirait assez près pour la réchauffer, mais aucune ne l'a fait. Des rats couinaient à proximité. L'écho lointain d'un chien aboyant la faisait se recroqueviller davantage. L'odeur d'urine et de fumée imprégnait l'air, mais elle s'en fichait. Elle était fatiguée de tout. « Dieu », a-t-elle murmuré, la voix tremblante, « si c'est ainsi que je dois mourir, que ce soit rapide. » Mais la mort n'est pas venue. Seulement le matin. Bimbo s'est réveillée en frissonnant. La lumière de l'aube filtrait à travers les fissures du béton. Ses membres lui faisaient mal. Ses lèvres étaient sèches. Elle s'est assise lentement, frottant ses yeux. Ses vêtements étaient tachés de saleté. Son foulard était trempé de rosée, mais elle était toujours en vie.
Elle a regardé la route animée au-dessus. Les gens marchaient. Des écoliers en uniforme riaient et couraient vers l'arrêt de bus. Les employés de bureau vérifiaient leurs montres. Les femmes du marché portaient des bassines sur la tête. Le monde avait continué, mais pas elle. Elle s'est levée, a secoué la poussière de son pagne et a regardé autour d'elle. Personne pour la plaindre. Personne ne venait la sauver. Ni Mama Fémie, ni un oncle perdu de vue, ni même Dieu, semblait-il. Mais elle s'est souvenue de quelque chose que son père disait. Quand le monde te tourne le dos, fais-lui face avec tes pieds et marche. Alors, elle l'a fait. Elle a ramassé son sac, noué son foulard fermement et est remontée dessous le pont. Ce jour-là, Bimbo a fait un vœu silencieux. Je ne mendirai pas. Je ne volerai pas. Je chercherai du travail. Même le plus bas. Même si je dois balayer des caniveaux, je survivrai. Elle est entrée dans la ville, les épaules droites, les yeux fatigués mais concentrés. La première porte à laquelle elle a frappé était celle d'un restaurant. S'il vous plaît, je cherche n'importe quel travail, nettoyer, laver, n'importe quoi. Pas de poste vacant, a dit le gérant sans même se retourner. L'endroit suivant était un supermarché. As-tu de l'expérience? A demandé la femme. Je peux apprendre. Je travaille dur. Nous n'embauchons pas. À midi, elle avait frappé à plus de cette porte. Personne n'a dit oui. Certains ont ri. Un agent de sécurité a dit « Va te marier. Les petites filles comme toi veulent travailler comme des hommes. » Pourtant, elle n'a pas abandonné. En fin d'après-midi, elle a atteint une grande porte argentée. Sur le mur, une pancarte indiquait « Sage Tech Industrie. Innover pour l'Afrique de demain. » Elle ne savait pas ce que faisait l'entreprise. Tout ce qu'elle savait, c'est que ça semblait important et propre. Peut-être y avait-il des sols à balayer ou des toilettes à récurer. Elle s'est approchée de la porte. L'agent de sécurité a haussé un sourcil. « Que veux-tu » Bimbo a baissé la tête. « S'il vous plaît, monsieur. Je cherche n'importe quel travail. Nettoyer, cuisiner, même gardien de sécurité, si vous m'apprenez. » L'homme a ricané. « Toi, faire la sécurité avec tes jambes maigres ? Va-t'en avant que j'appelle le patron. » Elle s'est tournée pour partir. C'est alors qu'une Range Rover noire aux vitres teintées s'est arrêtée derrière elle. Elle s'est écartée rapidement, se pressant contre le mur. La porte s'est ouverte. La voiture allait entrer. Puis elle s'est arrêtée. La vitre s'est abaissée lentement, et l'homme à l'arrière l'a regardée. Ses yeux ont croisé les siens. Pour la première fois en 2 jours, quelqu'un l'a vraiment regardée. La vitre de la Range Rover noire s'est complètement abaissée. À l'intérieur se trouvait un homme en costume bleu marine taillé sur mesure, avec une montre en argent scintillant à son poignet. Son visage était rasé de près, ses yeux cachés derrière des lunettes de soleil de marque, mais sa présence était magnétique. Il avait l'aura d'un homme qui possédait tout autour de lui. Et en vérité, c'était le cas. C'était Monsieur Smith, PDG de Sage Tech Industries, l'un des plus jeunes milliardaires de Lagos. Un homme connu non seulement pour son génie en affaires, mais aussi pour sa personnalité réservée. On le disait brillant, mais émotionnellement distant. Il se rendait à une réunion avec des investisseurs quand ses yeux se sont posés sur Bimbo. Elle se tenait juste devant sa porte, pieds nus, poussiéreuse, son foulard tombant de son épaule. Ses mains tremblaient alors qu'elle tenait un sac en plastique déchiré. Elle n'a même pas levé les yeux, sa honte était trop grande. Mais quelque chose dans sa posture l'a arrêté. Il s'est penché en avant. Arrêtez la voiture. Le chauffeur a obéi. Monsieur Smith a baissé la vitre complètement et a appelé. « Et, vous là-bas ? Comment vous appelez-vous » Bimbo s'est figée. Parlait-il d'elle ? Lentement, elle s'est tournée, levant la tête pour la première fois. Ses yeux étaient gonflés à force de pleurer. Elle avait l'air de quelqu'un qui n'avait ni dormi ni mangé depuis des jours. « Moi, monsieur » a-t-elle demandé doucement. « Oui, vous. Comment vous appelez-vous » Bimbo, monsieur, a-t-elle murmuré, serrant plus fort son sac. « Que faites-vous ici » L'agent de sécurité, soudain nerveux, s'est avancé. « Patron, elle dit qu'elle cherche du travail. Je lui ai dit de partir, mais... » Monsieur Smith a levé une main pour le faire taire.
Il a regardé Bimbo à nouveau. Vous cherchez un travail? Oui, monsieur. N'importe quel travail. Nettoyeuse, cuisinière, même gardien de porte. Il a retiré ses lunettes. Ses yeux se sont détournés. Pourquoi pleurez-vous? A-t-il demandé doucement. Bimbo a dégluti difficilement. Cela faisait si longtemps que personne ne lui avait posé cette question. J'ai dormi sous un pont. Ma belle-mère m'a chassé. Je n'ai personne. Je cherche juste quelque chose, un endroit pour recommencer. Monsieur Smith l'a regardé. Il y avait quelque chose d'honnête dans son ton, quelque chose de fragile. Elle ne mendiait pas. Elle ne cherchait pas à arnaquer. Elle survivait. Il a pris une décision sur le champ. Monter. Bimbo a cligné des yeux. Monsieur. Montez dans la voiture. Vous avez besoin de manger et de vous reposer. L'agent de sécurité a regardé, incrédule. Patron, elle pourrait être une voleuse. Monsieur Smith lui a lancé un regard noir. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait? Bimbo a hésité. Ses jambes tremblaient. Était-ce un piège ou était-ce de la miséricorde? Monsieur, je ne veux pas causer de problème. Vous ne l'avez pas fait. Maintenant, montez. Elle est montée dans la voiture lentement, serrant son sac comme si c'était son dernier bouclier sur terre. L'intérieur de la voiture sentait le cuir et le parfum. Ses yeux se sont écarquillés. Elle n'avait jamais été dans un tel véhicule auparavant. Cela semblait paradisiaque comparé au pont sous lequel elle avait dormi. Monsieur Smith a sorti son téléphone et a parlé à quelqu'un. Dites au chef que je ramène un invité. Préparez un repas frais. Poulet, jollof, plantain, et préparez la chambre d'amis en bas. Il a jeté un coup d'œil à Bimbo. Que aimez-vous manger? Elle a cligné des yeux, choquée. N'importe quoi, monsieur. Même juste du pain. Il a hoché la tête une fois. Vous aurez mieux que ça. 20 minutes plus tard, la voiture s'est arrêtée devant une grande porte noire avec des murs en marbre et une clôture électrique. Le manoir se dressait au cœur de Banana Island. 3 étages, panneaux de verre, fontaines et lumières de sécurité partout. La mâchoire de Bimbo est tombée. Le chauffeur a ouvert la porte pour elle. Venez, a dit Monsieur Smith. Elle a suivi en silence. À l'intérieur, la maison ressemblait à quelque chose tiré d'un magazine. Carreaux blancs, lustres dorés et murs remplis d'art abstrait. L'air sentait la richesse. Une femme en uniforme de chef s'est précipitée avec un plateau. Monsieur, le repas est prêt. Monsieur Smith a fait un geste. Servez-la dans la salle à manger. Bimbo s'est assise lentement au bord de la longue table. La chef a placé une assiette chaude de riz jollof, de poulet grillé, de plantain et d'eau fraîche devant elle. Bimbo l'a regardé longtemps. Vous pouvez manger, a dit Monsieur Smith doucement. Elle a pris la cuillère et a pris la première bouchée, ses yeux se fermant involontairement. C'était la nourriture la plus délicieuse qu'elle ait jamais goûtée. La chaleur, les épices, la gentillesse qui l'accompagnait. Elle ne pouvait pas arrêter les larmes. Monsieur Smith l'a remarqué mais n'a rien dit. Quand elle a fini, il s'est tourné vers la gouvernante. Apportez-lui des vêtements propres, quelque chose de simple et décent. Elle passera la nuit ici. La gouvernante a hésité, surprise. Oui, monsieur. Et une chose de plus, a ajouté Monsieur Smith, se tournant vers Bimbo. J'ai peut-être quelque chose de mieux qu'un travail de gardien pour vous. Nous en parlerons demain. Bimbo a levé les yeux, la voix tremblante. Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentait en sécurité. Elle ne savait pas qui était vraiment cet homme, ni pourquoi il l'aidait. Mais elle savait une chose, son histoire n'était plus coincée sous le pont. Elle était entrée dans un manoir. Bimbo s'est réveillée le lendemain matin dans un lit plus doux que les nuages. Au début, elle a paniqué. Le plafond au-dessus d'elle était blanc et lisse. L'odeur de lavande flottait dans l'air. Ce n'était pas un coin de rue. Ce n'était pas sous un pont. Elle s'est assise rapidement, clignant des yeux, serrant la couverture comme un bouclier. Puis ça l'a frappée. Elle était dans sa maison, le manoir de Monsieur Smith.
Elle a regardé autour de la chambre d'amis. Les rideaux blancs ondulaient avec la brise. Une table soigneusement rangée portait un verre de jus d'orange et une bouteille d'eau, et un ensemble de vêtements propres avait été placé sur une chaise rembourrée. Quelqu'un les avait même repassés. Elle a touché sa poitrine. Son cœur battait lentement, pas de peur, mais de confusion. Pourquoi un homme comme lui aiderait-il quelqu'un comme moi? Elle est sortie de la pièce plus tard ce matin-là, vêtue des vêtements fournis, modestes mais propres, une blouse en coton et une jupe simple. Ses cheveux étaient soigneusement attachés en arrière grâce à la domestique qui l'avait aidée à se laver la veille. En descendant les escaliers, l'odeur du petit déjeuner, œufs, toast, ragoût épicé, l'a accueillie. Monsieur Smith était déjà assis dans la salle à manger, sirotant du thé et feuilletant un journal. Il a levé les yeux. « Vous êtes réveillé ?» a-t-il dit calmement. « Oui, monsieur. »« Bonjour, monsieur » a-t-elle salué, les yeux baissés. « Bien dormi ?» Elle a hoché la tête. « Très bien, monsieur. Merci. » « Mangez quelque chose. Vous êtes trop légère. Vous risquez de vous envoler avec le vent. » Elle a esquissé un sourire timide. Pendant qu'elle mangeait, il s'est adossé et l'a étudiée en silence. Il y avait quelque chose en elle qui éveillait quelque chose en lui. Pas de la pitié, mais de la curiosité. Elle n'était pas comme les filles qui essayaient habituellement de se jeter sur lui. Elle n'avait même pas demandé de l'aide. Elle avait simplement demandé du travail. Quand elle a fini de manger, il a parlé à nouveau. « Vous avez dit que vous savez cuisiner. »« Oui, monsieur. »« Très bien. »« Vous êtes sûr ?»« Je cuisinais pour toute la maison tous les jours, » a-t-elle dit, la voix stable. Il a hoché la tête une fois. « D'accord, alors. Le chef vous laissera entrer dans la cuisine aujourd'hui. Préparez quelque chose. Si vous m'impressionnez, vous aurez un travail ici à plein temps. Et sinon, » a-t-il marqué une pause, « nous vous trouverons une autre voie. » Bimbo s'est levé rapidement. « Merci, monsieur. Je ne vous décevrai pas. » Cet après-midi-là, Bimbo est entré dans la cuisine ultramoderne du manoir. Un espace si grand et magnifique qu'il l'a presque intimidé. Plan de travail en marbre, double four, appareil en acier inoxydable. Tout brillait. La chef principale, madame, lui a lancé un regard sceptique. « Tu es sûr que tu sais cuisiner ?» a-t-elle demandé en pidgin. Bimbo a hoché la tête. « Donnez-moi juste une chance, ma. » Madame a croisé les bras et s'est écartée. « Cuisine ce que tu veux. Voyons. » Elle s'est mise au travail. Elle a sélectionné des tomates fraîches, des oignons, des poivrons. Elle a fait bouillir le riz, a fait frire son ragoût avec précision et a assaisonné le poulet juste comme il faut. Elle bougeait comme quelqu'un qui avait fait ça toute sa vie, pas dans une cuisine sophistiquée, mais sur un feu de bois, avec de la sueur dégoulinante et la faim dans le ventre. Mais maintenant, elle avait quelque chose de plus puissant que la nourriture. L'espoir. Le soir venu, elle avait terminé. L'arôme flottait à travers le manoir. Monsieur Smith est entré dans la salle à manger avec un invité, son ami d'enfance Henry, un avocat en visite d'Abuja. « C'est quoi cette odeur ?» a demandé Henry, inspirant profondément. « Mon nouvel invité a cuisiné » a répondu monsieur Smith. Ils se sont assis. Bimbo, debout dans un coin, regardait nerveusement alors que les hommes prenaient leur première bouchée. Monsieur Smith s'est arrêté en pleine mastication, les yeux de Henry se sont écarquillés. « Qui a cuisiné ça ?» Bimbo s'est avancé, le cœur battant. « C'est moi, monsieur. » Henry s'est tourné vers monsieur Smith. « Si tu n'épouses pas cette fille, je le ferai. » Monsieur Smith a ri, puis l'a regardé. « Ce n'est pas juste bon, » a-t-il dit lentement. « C'est parfait. » Ses genoux ont presque fléchi de soulagement. Ce soir-là, il l'a appelé dans son bureau. « Vous travaillez ici maintenant, » a-t-il dit simplement. « Cuisinière à plein temps. Vous serez payée, habillée, et vous aurez un toit au-dessus de votre tête. Pas de piège, pas de combine. » Les larmes lui sont montées aux yeux. « Merci, monsieur. Je ne pourrai jamais vous rembourser. Je ne vous ai pas demandé de le faire. Soyez juste vous-même et restez honnête. » Elle a hoché la tête avant de quitter la pièce. Il a ajouté « Bimbo.
Oui, monsieur. Vous avez quelque chose de rare. Ne laissez jamais le monde vous faire sentir moins que vous ne valez. Elle est sortie, les mains tremblantes. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un la voyait. Pas comme un fardeau, pas comme une mendiante, mais comme une personne de valeur. Bimbo n'avait jamais imaginé être dans un endroit comme celui-ci. Entouré de sol en marbre, de lustres scintillants et d'une cuisine aussi grande que toute sa maison d'avant. Mais ce qui la surprenait encore plus, c'était à quel point elle s'y intégrait naturellement. Chaque matin, elle se réveillait tôt, nouait son foulard et entrait dans la cuisine avec détermination. Elle planifiait des menus, assaisonnait des ragoûts, grillait du poulet et cuisinait des pâtisseries qui faisaient sentir au manoir entier l'odeur du réconfort. Le personnel l'adorait. Elle est différente, a dit la domestique au jardinier un après-midi. Pas de fierté, pas de commérage, juste du travail et des prières. Étagème. Smith remarquait tout. Au début, il se disait que c'était une simple admiration. Elle était travailleuse, concentrée, jamais distraite. Mais plus il l'observait, la façon dont elle coupait soigneusement les légumes, comment elle fredonnait en cuisinant, comment elle riait avec le personnel comme une famille, plus il voyait quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. La joie. Ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas ostentatoire. C'était calme et réel. Un soir, M. Smith a organisé un dîner privé pour quelques investisseurs. Le chef était en voyage, alors Bimbo a préparé tout le menu seul. Elle a fait une soupe aiguisie avec de l'igname pilé, des escargots frits avec une sauce au poivre, du tilapia grillé et un dessert de pudding à la noix de coco qui a fait lécher leur cuillère à tous les invités. Après le départ des invités, M. Smith s'est approché d'elle dans la cuisine. « Vous avez fait tout ça ?» Elle a hoché la tête timidement, essuyant ses mains sur son tablier. Il a souri. « Quelque chose de rare. Je n'ai pas mangé comme ça depuis des années. Merci. » « Ce n'est rien, monsieur. » « Oh, Bimbo, c'est tout. » Leurs yeux se sont croisés juste une seconde, et quelque chose a changé. À partir de cette nuit, il trouvait plus de raisons de passer par la cuisine. Parfois pour demander ce qu'elle cuisinait, parfois pour demander comment s'était passée sa journée, parfois sans raison du tout. Un après-midi, alors qu'elle coupait des oignons, il est entré et s'est appuyé contre le comptoir. « Vous savez, » a-t-il dit nonchalamment, « vous êtes la première personne à avoir fait de cette maison un foyer. » Elle a levé les yeux, surprise. « Moi ? » ?»« Oui, vous. » Il y a eu un silence. Puis elle a dit doucement, « Monsieur, je suis juste reconnaissante pour tout. » Il a hoché la tête lentement. « Moi aussi. » Mais tout le monde n'était pas heureux. Son assistante, Linda, a remarqué le changement. La façon dont M. Smith souriait plus. La façon dont il annulait des rendez-vous avec des mannequins. La façon dont il passait plus de temps à la maison. « Vous tombez amoureux de la cuisinière », a-t-elle plaisanté un jour, à moitié sérieuse. Il n'a pas répondu, car au fond, il savait que c'était vrai et ça le terrifiait. Il était milliardaire. Habitué au contrôle, à la prévisibilité, au mur. Bimbo n'était rien de tout cela. Elle était imprévisible, gentille, pure. Elle n'était pas venue pour son argent. Elle ne savait même pas à quel point il était vraiment riche. Une nuit, il se tenait sur le balcon, regardant le jardin. Bimbo était dehors, arrosant les fleurs. La lune éclairait son visage. Elle riait doucement à quelque chose que le jardinier avait dit. M. Smith a pris une profonde inspiration et a pris une décision. Le lendemain matin, Bimbo est entré dans la cuisine et l'a trouvé là, attendant, pas en costume, pas avec un visage d'affaires, mais habillé simplement comme un homme, nerveux, incertain, plein d'espoir. Elle s'est figée. « Monsieur. » Il a fait un pas en avant. « Bimbo, je ne vous ai pas amené ici pour ça. Je n'avais jamais prévu ça. » Elle a cligné des yeux. « Prévu quoi ? » « Que vous capturiez mon cœur. » Silence. Elle l'a regardé, stupéfaite. « Monsieur, je ne comprends pas. J'ai rencontré des mannequins, des célébrités, des filles de politiciens, mais aucune ne m'a jamais apporté la paix. Vous entrez dans une pièce, et on dirait que le monde ralentit. » Ses mains tremblaient. « Je ne mérite pas ce genre d'attention, a-t-elle murmuré. Il s'est approché. «
Vous méritez plus que ce que quiconque vous a jamais donné. Les larmes ont rempli ses yeux. Je ne suis qu'une pauvre orpheline, monsieur. Pas de diplôme, pas de famille, pas de classe. Vous êtes Bimbo, a-t-il dit doucement. Et pour moi, c'est assez. Il a pris sa main. Et dans cette cuisine silencieuse, quelque chose de sacré s'est produit. Une pauvre orpheline qui avait été jetée comme un déchet recevait l'amour d'un homme qui avait tout. Et pour la première fois de sa vie, elle a cru qu'elle était peut-être digne d'être aimée aussi. Le matin des fiançailles était différent de tout ce que Bimbo avait jamais vécu. Ses mains tremblaient alors qu'elle s'asseyait devant le miroir dans le manoir de Monsieur Smith, maintenant sa maison. La maquilleuse tamponnait doucement ses joues tandis que la styliste ajustait la soie douce de sa robe bordeaux. Son reflet la surprise. Elle ne ressemblait pas à la fille qui vendait des bananes sous le soleil. Elle semblait renaître. En bas, Monsieur Smith faisait les 100 pas nerveusement. Henry, son ami, Harry. Tu as conclu des contrats de plusieurs milliards sans transpirer. Pourquoi agis-tu comme un adolescent effrayé? Monsieur Smith Harry. Parce que c'est plus grand que n'importe quel contrat. Il n'était pas seulement tombé amoureux. Il avait trouvé la paix sous la forme d'une fille qui se tenait autrefois pieds nus devant la porte de son entreprise. Quand les photos des fiançailles ont atteint les réseaux sociaux, le chaos a éclaté. Qui est-elle? Elle ne vient pas d'une famille riche. Monsieur Smith doit être ensorcelé. Mais rien ne l'a arrêté. L'homme qui gardait autrefois sa vie privée tenait maintenant fièrement la main de Bimbo lors d'événements caritatifs, parlant ouvertement de son histoire. Il disait à quiconque demandait « C'est la personne la plus honnête que j'ai jamais rencontrée et la meilleure cuisinière d'Afrique ». Leur mariage était une affaire modeste mais élégante, tenue dans un jardin serein à Écho. Rose blanche, drapée dorée, une liste d'invités de 200 personnes, y compris les médias, des amis proches et quelques partenaires commerciaux choqués. Quand Bimbo a descendu l'allée dans une robe blanche fluide, Mama Femi a éclaté en larmes. Elle a tenu sa tête et a crié « Dieu, tu es trop grand. Je l'avais dit. J'avais dit que cette fille ne mourrait pas en tant que domestique. » Bimbo s'est avancée vers Monsieur Smith, le cœur battant. Mais quand elle a vu ses yeux, stables, pleins d'amour, ses peurs ont fondu. « Vous pouvez embrasser la mariée, » a dit le pasteur officiant. Alors que leurs lèvres se touchaient, la foule a applaudi. Mais quelque part, loin dans une cour poussiéreuse à Ibadan, Madame Teresa était assise devant un vieux téléviseur, tenant un bol en plastique de Gary. Ses yeux se sont écarquillés alors que le présentateur disait « Dans l'actualité du jour, l'homme d'affaires milliardaire Smith Oena épouse une ancienne orpheline sans abri, Mademoiselle Bimbo Adé. Leur histoire d'amour inspire des millions en ligne. » La cuillère a glissé de sa main. Sa fille Tina a sifflé. Ce n'est pas la même Bimbo, celle qu'on a chassée. Teresa n'a pas répondu. Son cœur s'emballait. Sa gorge se serrait. Le regret l'a frappé comme un marteau dans la poitrine. À la gosse, Monsieur Smith a surpris Bimbo avec un rêve encore plus grand. Quelques mois après leur lune de miel, il a dévoilé un tout nouveau restaurant à son nom, la cuisine de Bimbo, où l'humilité rencontre la saveur. Le restaurant était une fusion de plats locaux et continentaux, stylisés avec ses idées, son histoire, son essence. Elle n'était plus juste une cuisinière dans la maison de quelqu'un. Elle était maintenant propriétaire d'une entreprise prospère. Mais Bimbo ne s'est pas arrêtée là. Elle a ouvert une fondation, le projet Espoir Bimbo, pour nourrir, former et héberger les jeunes orphelins et les adolescentes chassées par des familles abusives. J'étais elle, a-t-elle dit lors du discours d'ouverture. J'ai marché pieds nus, j'ai eu faim pendant des jours, j'ai dormi sous un pont, mais quelqu'un m'a donné une chance, et maintenant je veux faire de même. La foule s'est levée et a applaudi. Même Monsieur Smith a essuyé une larme. Un soir frais, alors qu'ils étaient assis sur le balcon de leur manoir, regardant le soleil se coucher sous les nuages, Bimbo s'est appuyé sur son épaule. « As-tu déjà pensé que quelqu'un comme moi pourrait être ici ?» a-t-elle demandé doucement. Monsieur Smith s'est tourné vers elle, a pris sa main et a embrassé ses doigts. « Je n'ai pas juste trouvé l'amour, Bimbo. J'ai trouvé la lumière. Tu as guéri quelque chose en moi que même l'argent ne pouvait pas toucher. » Elle a souri, les yeux brillants. « Et toi, tu m'as fait croire que je ne suis pas un déchet. »« Non, a-t-il murmuré. Tu es un trésor.
Et ainsi, la fille qui vendait autrefois des bananes en sandales sales, la fille qui a été chassée avec rien d'autre qu'un sac en plastique et une prière, est devenue une épouse, une PDG, une mentor, un symbole. Pas parce qu'elle a mendié, pas parce qu'elle a comploté, mais parce qu'elle a enduré. Et quand l'amour l'a trouvée, il a trouvé quelque chose de vraiment rare. Un cœur qui est resté gentil même quand le monde était cruel. Morale de l'histoire. Peu importe comment la vie commence, votre passé ne définit pas votre destin. Le parcours de Bimbo nous enseigne qu'avec la résilience, l'humilité et un cœur bon, même la vie la plus brisée peut être reconstruite. Le rejet n'est pas la fin. Cela peut être une redirection vers quelque chose de plus grand. Les gens qui vous méprisent aujourd'hui pourraient un jour vous voir vous élever hors de leur portée. Et parfois, il suffit d'un seul acte de bonté pour changer une vie pour toujours. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Veuillez partager vos pensées et dites-nous ce que vous avez appris dans la boîte de commentaires. Nous aimerions les lire. Et devinez quoi? Une autre histoire puissante arrive dans quelques jours. Alors, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de partager avec votre famille et vos amis. Merci beaucoup d'avoir regardé.